très heureuse de recevoir Edgar Morin, grande figure de la pensée complexe. Et avant de parler de ce qui nous réunit ce soir, c'est-à-dire La Voix, son dernier ouvrage, je vais vous le présenter en quelques brèves lignes. Edgar Morin est né en 1921. Voilà, ça fait presque un siècle, il a 89 ans. Et il est devenu résistant, il est entré en résistance en 1941 à l'âge de 20 ans. À l'âge de 20 ans, et c'était au même moment qu'il a aussi signé son entrée au PCF, au Parti communiste français, qu'il a d'ailleurs quitté en 1951 parce que, pour cause de résistance contre le stalinisme. Pour présenter le penseur Edgar Morin, il faut dire que tout d'abord qu'il est inclassable. Il est, comme dit Dominique tout à l'heure, d'une part sociologue, philosophe, il est aussi anthropologue, il est aussi écrivain. Pour commencer, et là ça devient aussi complexe, et c'est dans l'introduction déjà, il nous dit un peu ce qu'il faut faire, mais bon, il faut le comprendre. C'est-à-dire, pourquoi je dis complexe, parce qu'il nous dit il y a des idées qui ont l'air antagonistes, qui en fait sont complémentaires, et il faut les relier. Donc, ces idées sont, par exemple, croissance et décroissance, ou alors développement et enveloppement, ou alors conserver et transformer, ou alors encore la mondialisation et la démondialisation. Alors moi j'aurais bien voulu vous demander, Edgar Morin, de nous expliquer un peu ces concepts qui ont l'air donc antagonistes et qui en fait sont complémentaires. Je veux plutôt partir des années 50, années où je m'occupais d'une revue qui s'appelait Argument, et où l'idée d'ère planétaire, idée qui m'est venue du reste par un ami qui collaborait à la revue, qui s'appelait un philosophe, qui s'appelait Kostas Axelos, qui lui-même l'avait puisé chez Heidegger. L'idée qu'on est dans une époque planétaire. Qu'on est dans une époque planétaire. Cette idée m'avait tout à fait convenu parce que, effectivement, depuis la conquête des Amériques, la navigation autour du globe, on était entré dans une époque où toutes les parties de la planète se trouvaient d'une certaine façon liées. Aussi, il faut penser que à peu près à la même époque, quelques dizaines d'années après Christophe Colomb, Copernic avait montré que la Terre était non pas le centre du monde, mais une planète tournant autour du Soleil. L'ère planétaire, donc, c'est celle qui commence par la conquête, par des petits pays d'Europe occidentale, d'une grande partie du monde, la colonisation, l'asservissement, etc. Et au moment où, dans le fond, nous sommes dans la deuxième partie du XXe siècle, se produit un mouvement de décolonisation généralisée, et on n'a pas parlé encore de mondialisation, mais dans le fond, la mondialisation, c'est une façon de parler du fait que de plus en plus les interconnexions sont grandes entre toutes les parties de la planète, qu'il y a un processus, disons, d'unification, au moins sur le plan technique et sur le plan économique. Donc, à partir de ces années 50, je suis tout à fait polarisé sur cette aventure planétaire de l'humanité, et je dois dire que dans les années 90,
c'est-à-dire après l'implosion de l'Union soviétique, que se passe-t-il? Il se passe que l'économie dite de marché devient mondiale, hein, le capitalisme est mondialisé, il pénètre en Russie, en Chine, au Vietnam. Il y a eu cette unification accélérée, technique, économique, favorisée elle-même par ce phénomène inouï dans les mêmes années, c'est-à-dire des télécommunications immédiates, le téléphone portable, le fax, Internet, etc. Donc, c'est cette époque qu'on appelle même, qu'en anglais on appelle la globalisation, c'est-à-dire que tout entre dans un système global. Et pourtant, il y a un paradoxe qui me frappe beaucoup, c'est qu'effectivement le monde s'unifie sur le plan technique, économique, mais il se disloque sur le plan politique et culturel. Bon, cette même année donc où l'économie libéralo-capitaliste devient mondialisée, et bien il y a la dislocation de la Yougoslavie dans une guerre atroce, la Tchécoslovaquie se coupe, des révoltes ethniques éclatent un peu partout, et on a l'impression que l'univers qui s'unifie économiquement se disloque sur le plan politique et culturel. Bon. Mais ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est que ce processus de mondialisation, et ça c'est la fin des années 90, d'un côté suscite une révolte, mais une révolte que pendant un certain temps les médias appellent anti-mondialisation, qu'ils vont appeler altermondialisme. C'est José Bové, je me rappelle, à Seattle, qui dit le monde n'est pas une marchandise, c'est-à-dire prônant une mondialisation humaniste, si vous voulez. Bon. J'ai trouvé que ce mot de patrie est un mot très intéressant, parce qu'il porte en lui une substance maternelle et une substance paternelle. Ça commence par P, pater, le père, et ça se termine en IE, féminin, la mère. Nous disons la mère patrie, c'est-à-dire que l'image paternelle, c'est l'autorité de l'État, juste, et l'image maternelle, c'est l'amour qui fraternise les enfants de la patrie. Et mon idée, c'était que désormais, sans supprimer les patries qui existent, mais une patrie à la fois plus ample et plus profonde, parce que nous sommes tous des êtres humains issus d'une évolution biologique commune, d'un rameau dans l'évolution des primates. Nous sommes dans un sens, tout en étant différents les uns les autres, ayant une profonde identité commune. Je disais l'idée de terre patrie. Vers l'abîme, parce que l'idée, c'est que tous les processus en cours nous conduisent vers des catastrophes. La dégradation de la biosphère nous conduit vers diverses catastrophes écologiques, démographiques et autres. L'économie non régulée nous conduit vers des catastrophes économiques. La multiplication des armes nucléaires nous conduit vers des probabilités de plus en plus grandes de conflits dangereux. Et tout ceci dans un climat de chaos planétaire où se multiplient les manichéismes, c'est-à-dire les luttes d'un soi-disant bien contre un soi-disant mal absolu, le bien étant lui-même absolu. Et dans tous ces climats, ces dislocations, il me semblait que nous allions probablement vers des catastrophes. Et c'est ma façon de penser, c'est que pour moi, je ne suis ni optimiste ni pessimiste, je suis pessimiste, ou plutôt que je lis la désespérance à l'espérance. La désespérance, c'est que tout ira de plus en plus mal, probabilité, mais l'espérance, c'est que plus ça ira mal, plus on prendra conscience des dangers, et plus on trouvera les moyens de réagir.
Et là aussi, je me base sur cette phrase, sur ce vers de Hölderlin dans son sublime poème qui s'appelle Patmos. Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Je me dis, mais comment sont arrivées les transformations dans l'histoire? Alors là aussi, c'est assez intéressant, c'est de voir que les grandes transformations commencent toujours d'une façon déviante, minoritaire, et si elles réussissent à s'enraciner, si elles ne sont pas détruites dans l'œuf, elles vont commencer à créer leur réseau, elles vont se transformer non plus en déviance, mais en tendance, en force historique, et cette force historique va désintégrer le système dans lequel elles ont pu naître en opposition. Et ceci est vrai, justement, de cette histoire de la démocratie, qui naît comme une déviance dans l'histoire et qui aujourd'hui est une force historique. Ceci est vrai pour la science moderne, qui est née au XVIIe siècle avec quelques esprits, Galilée, Bacon, Descartes, Gassendi, et qui aujourd'hui est une force énorme au XXIe siècle. Et c'est vrai du point de vue des religions. Il faut penser que le prince Sakyamuni, autrement dit Bouddha, c'est un solitaire qui s'est mis à réfléchir sur la souffrance. Et de sa méditation est sortie une religion formidable qui s'est répandue dans l'Extrême-Orient. Il faut penser que Jésus est un chaman dissident, lequel a été du reste crucifié, mais il a fallu qu'un de ses persécuteurs, un des persécuteurs des premiers chrétiens, Paul, lui-même se convertisse sur le chemin de Damas pour devenir le fondateur d'une religion qui, en 3 siècles, va devenir la religion de l'Empire romain. Et quand on parle de Mohammed, qui lui-même a été chassé de la Mecque et qui, réfugié à Médine, quelques dizaines d'après, l'islam devient une force qui se répand sur l'Asie, sur l'Afrique, sur l'Europe. Donc, je vois que et puis, si je pense au socialisme, il faut penser que Karl Marx était ignoré des intellectuels et des universitaires. C'était un hurluberlu. Hein. Eh bien, oui, Proudhon, ou bien pour l'anarchisme, Bakounine, Kropotkin, c'était des malheureux déviants, des pauvres types. Or, leurs idées ont pu quand même créer des forces historiques, et notamment Marx, qui, à la fin du XIXe siècle, se crée un parti social, le Parti social-démocrate allemand. Et vous savez que le socialisme issu du marxisme est une force formidable au XXe siècle, pour le pire comme pour le meilleur, forme de social-démocratie ou forme du communisme bolchevique. Donc, je me dis, mais tout n'est pas bouché, un peu partout se créent des initiatives. Et ce qui m'a frappé, c'est que ces initiatives ne se connaissent pas les unes les autres. Et que aucune organisation ne se préoccupe de les faire connaître, de les rassembler, de les unir. Et je me suis dit, ben, c'est très important de les reconnaître, de les faire connaître, de façon à voir que c'est là des germes d'un futur, et pour que commence quelque chose. Donc, je me dis, on ne peut pas faire des réformes isolées ici ou là. Il faut que tout se transforme en même temps. Ah, c'est ça le problème. Donc des ruisseaux se rejoignent en rivières, et que des rivières se rejoignent et confluent pour faire un fleuve, la voie nouvelle ne pourra être que la résultante de cette confluence. Et alors, pour aller où? Pour aller à ce que j'ai appelé la métamorphose. Je ne suis pas contre les révolutions. J'étais très heureux, et je suis très heureux de ces révolutions des pays arabes. Je pense même qu'elles ont réussi dans la mesure où elles ont été pacifiques, car la violence est venue de leurs répresseurs. Bien entendu, ce sont des révolutions qui sont soumises aux aléas de l'histoire, qui risquent d'être confisquées et détournées, mais dont le message va rester dans le futur. Une grande métamorphose dans l'histoire humaine, c'est quand l'humanité
qui était faite de petites sociétés de chasseurs-ramasseurs qui étaient répandues sur tout le globe. Cette humanité, en quelques points du globe, on ne sait pas pourquoi ni comment, ces sociétés se sont agglomérées, elles ont été peut-être dominées par une société peut-être de nomades prédateurs. Enfin, de toute façon, l'agriculture est née, la ville est née, l'État est né, l'histoire est née, les grandes religions sont nées, les arts, l'architecture, etc. Une métamorphose extraordinaire. Une espérance est possible. Et je crois que c'est très important. D'abord, on ne peut rien faire sans espérance. Et nous sommes dans une époque de désarroi et de désabusement. Parce que toutes les vieilles générations sont revenues des espérances qu'elles ont eues, qu'elles ont même crues comme des certitudes. On est revenu de l'idée que le progrès allait toujours nous donner du mieux, comme si c'était une loi d'histoire, et qu'on voit que le futur est de plus en plus incertain et imprévisible. Et les jeunes générations sont complètement désorientées. Et je crois que c'est important de dire l'espérance est possible. L'espérance, ce n'est pas la certitude. L'espérance, c'est l'espérance. Et l'espérance, je l'ai dit tout à l'heure, est paradoxalement liée à la désespérance. Il faut penser que toutes les choses seront désespérantes, plus on pourra quand même commencer à espérer. Comment réformer la pensée? Qu'est-ce que les citoyens peuvent faire pour agir, pour faire pression sur une réforme de la pensée, une réforme de la pensée politique? Oui. Mon idée est qu'il y a une crise de la connaissance et de la pensée qui tient à notre système d'éducation, qui lui-même tient à notre civilisation, de l'hyperspécialisation. Et dans notre éducation, on apprend par connaissances séparées dans les disciplines et connaissances qui ne communiquent pas les unes avec les autres. Ce qui fait que ce type de connaissances rend incapable de concevoir les problèmes fondamentaux et globaux qui nécessitent de réunir des données qui sont séparées. Ça, c'est un problème de fond, et c'est un problème que j'ai traité justement dans mon travail qui s'appelle la méthode, et la nécessité d'une pensée complexe. Le mot complexus signifie qui relie, hein, en latin, c'est ce qui est tissé ensemble. Donc, et j'ai même essayé de formuler les principes d'une telle pensée. Mais il est évident qu'il faudrait une réforme de l'éducation. Alors là, c'est le paradoxe. Comment peut-on réformer l'éducation si il n'y a pas des esprits réformateurs capables de faire cette réforme? Et comment il peut y avoir des esprits réformateurs si auparavant il n'y a pas une éducation réformée? Mais en fait, là encore, les esprits réformateurs peuvent se manifester de façon déviante et marginale. J'ai repris l'idée de Jean-Jacques Rousseau dans Les Milles, qui parle de son élève. Le précepteur dit « Je veux lui enseigner à vivre », c'est-à-dire à affronter les problèmes de sa vie en tant que personne et en tant que citoyen. C'est cette finalité qu'on a perdue de vue. On veut simplement former des spécialistes, des compétences. Bon. La pensée politique souffre. Pourquoi? Parce que les politiques font appel à des spécialistes qu'on appelle des experts, et chacun apporte sa documentation dans son domaine fermé, mais il est incapable de voir tout ce qui se passe quand son domaine fermé est envahi par des problèmes d'un autre domaine. Premier problème, le règne des spécialistes et des experts. Deuxième problème, le vide, c'est-à-dire la pensée politique, c'est-à-dire un mode de pensée réduit au calcul. Or, vous savez que le calcul ne connaît qu'une petite partie de la réalité humaine qui est faite de passion, de sentiments, d'amour, de crainte, de tout ce qui fait notre vie. Et donc, nous avons une politique stérilisée. Je considère que l'absence de pensée est un des problèmes les plus graves aujourd'hui de la politique.
Comment envisagez-vous dans l'action, cette fois-ci, la métamorphose du lien? Il faut faire un effort de compréhension, et ça aussi, ça nécessite pas un effort de soi sur soi, mais un effort fondamental dans la réforme de notre système d'éducation, apprendre dès les petites classes, apprendre à se comprendre les uns les autres. La deuxième chose que vous dites par rapport à ces miracles de l'histoire, c'est-à-dire quelque chose qui arrive sur des pattes de colombe, comme disait Nietzsche, est-ce qu'on ne peut pas appliquer l'effet papillon à l'histoire? Je suis le plus inquiet, et votre ami Castoriadis disait toujours, il faut, si on veut être libre, il faut travailler. C'est vrai, c'est des très belles phrases de Nietzsche, que les vérités nouvelles s'avancent sur des pattes de colombe, et que maintenant il faudrait qu'elles aient des ailes de condor, certainement. Mais vous avez cité Castoriadis, et il a dit une chose aussi, il a dénoncé la montée de l'insignifiance. Et je crois que tout est là pour nous pousser à la superficialité, au jour le jour, de ne pas voir plus loin que le bout de son nez, à croire que l'immédiat, c'est ce qui va durer. Et du reste, on est tout surpris quand on voit que l'inattendu arrive. Ah, on dit, tiens, c'est curieux tout ça. Et puis après, on s'habitue et on oublie que c'était inattendu. Et c'est vrai que vous avez raison, le problème est de travailler, mais de travailler pas seulement avec les mains, de travailler. Il y a un travail intellectuel énorme qui est requis, parce que c'est pas si simple de penser la complexité du monde, les difficultés du monde. Et là aussi, ça fait partie de la réforme de la pensée, qui elle-même est inséparable de la réforme de l'éducation. C'est vrai. Je suis surprise dans votre ouvrage, je n'ai trouvé aucune référence au spirituel. Pour moi, je suis profondément rationnel. Et si vous m'avez lu, pour moi, je vis en permanence le jeu complémentaire antagoniste entre la raison et la passion, entre le doute et la foi. Je répète, pas une foi dans une religion qui vient d'en haut, mais dans une foi à la fraternité humaine, en sachant que la foi est incertaine, comme le disait très bien Pascal. Bon, donc, si vous voulez, pardonnez-moi de ne pas employer le mot de spiritualité, mais sachez que je tourne autour de ce que vous entendez par ce mot-là. L'esprit avec un grand E peut créer l'homme. Qu'en pensez-vous? L'esprit peut créer l'homme, lequel crée l'esprit. Pour moi, je vois ça dans une sorte de relation. Et l'esprit, c'est quelque chose qui fonctionne avec des mots, avec des idées. Alors, et pourtant, sans cerveau, il n'y a pas d'esprit. Bon, l'idée pour moi, c'est que l'esprit est une émergence. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot d'émergence? Ça veut dire que quand vous avez un ensemble de choses qui, isolément, qui se trouvent combinées, il naît quelque chose de nouveau, une qualité nouvelle. Quand un cerveau humain se trouve dans un milieu qu'on appelle la culture, c'est-à-dire le langage, c'est-à-dire tout cet ensemble de langage, de croyances, de foi, d'idées, ben, c'est dans ce moment-là qu'émergent ces qualités qu'on appelle l'esprit. L'esprit est toujours présent en nous et, bien entendu, sa forme la plus élaborée que nous connaissons, c'est la conscience. La conscience qui nous permet de réfléchir sur nous-mêmes, sur nos idées, de revenir, c'est-à-dire la capacité de réflexivité, de penser au deuxième degré, dans un climat très favorable qui est celui d'une communauté qui examine ensemble un problème. D'une certaine façon, il y a une intelligence collective. Mais cette intelligence collective, elle peut profiter de la créativité qui, elle, vient d'une personne singulière. C'est Michelet qui disait « Moi, j'ai les deux sexes de l'esprit. » J'espère en faire autant. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aller vers une société de l'être? Il faut renverser la tendance que du reste de Closet avait il y a longtemps marqué, de toujours plus,
la tendance de croire que tout n'a de sens que si on obtient des choses matérielles. D'ailleurs, on retombe dans la question de la spiritualité, et que l'on néglige effectivement les choses qui se relèvent de la vie intérieure, de la vie propre et des rapports d'amour et d'amitié. Et c'est ça aussi qui est important, ce que j'appelle moi la poésie de la vie. C'est exactement ça, c'est l'épanouissement de l'être. J'ai envie de vous opposer un petit peu la phrase de quelqu'un qui est plus sceptique que vous, qui est Raymond Aron, qui disait « Les hommes font l'histoire, mais ne savent pas l'histoire qu'ils font ». Alors je voulais savoir si le cinéma, vous avez parlé de la poésie tout à l'heure, mais si l'imaginaire, le cinéma, joue encore un rôle dans votre vie aujourd'hui. Cette phrase de Raymond Aron, moi je peux l'adopter très facilement. Et du reste, je cite sans arrêt, je crois que je le cite aussi parmi les phrases en exergue de mon livre, la phrase d'Ortega y Gasset, philosophe espagnol, qui dit « No sabemos lo que pasa, eso es lo que pasa », c'est-à-dire « Nous ne savons pas ce qui se passe et c'est ça qui se passe ». Moi, ce qui me frappe, c'est que le présent, nous ne le connaissons que superficiellement. Nous ne connaissons pas le travail de sape souterraine qui se crée sous le présent. Ce que, du reste, Hegel appelait la vieille taupe, n'est-ce pas, de l'histoire, qui crée ses galeries, puis à un moment donné, le sol va péter. Et nous sommes même inconscients des événements les plus importants qui ont lieu parce qu'ils échappent à la vue des médias. Non seulement j'étais un cinéphage dans ma jeunesse et je suis un cinéphile, mais encore aujourd'hui, je trouve que c'est un art magnifique. Il y a des films qui m'impressionnent énormément. Je trouve que des chefs-d'œuvre naissent dans cet art tellement polyphonique, où il y a la parole, les idées, les images, les visages, les mots, il y a tout. Je trouve que c'est un des plus beaux arts qui soit. Et je pense que je ne vais pas assez souvent au cinéma. J'aurais voulu que vous nous en disiez un petit peu plus sur les grandes lignes de la réforme de l'éducation préconisée. Est-ce que c'est justement pas une réforme de l'éducation qui permettrait de former des esprits un peu plus créateurs? Créateur, c'est une chose qu'on ne peut pas faire de l'extérieur, ça vient de soi-même. Pourquoi est-ce que Rimbaud est-il créateur? Pourquoi Baudelaire? Pourquoi... Bon, ce sont des choses qui... La créativité est présente, mais celle-là, on ne peut pas la former. Il y a des conditions qui lui permettent d'émerger. Je crois que le grand problème, c'est d'éviter d'avoir l'esprit dans des ornières, c'est d'avoir des esprits unilatéraux, c'est d'avoir des esprits fermés sur un domaine clos. Je crois que le grand problème, c'est, je reviens encore, c'est le problème de la compréhension. Mais, bien entendu, la créativité, elle vient toujours comme quelque chose en réaction ou en révolte, quelque chose qui est, je dirais, peut-être pas seulement ça, mais que souvent est le fruit d'une souffrance. Les plus belles œuvres de Schubert, comme son quintet, c'est l'expression d'une douleur extraordinaire, et cette douleur qu'il nous transmet dans la musique nous donne du bonheur sans qu'elle cesse d'être l'expression d'une douleur. C'est ça qui est la chose la plus merveilleuse, je crois, dans l'art. Et donc, si vous voulez, le tout, c'est surtout de ne pas brimer les esprits créateurs, de ne pas les contraindre au silence. Je crois que c'est ça qui est important. Et je crois que ce rapport de classe, j'aimerais vous entendre sur ce sujet, savoir comment vous l'abordez. Il y a une phrase de Marx, d'ailleurs, qui est très forte, qui est très actuelle. Il dit « Le capitalisme ne crée pas seulement un produit pour le consommateur, il crée un consommateur pour le produit. » Et c'est
justement ce processus aujourd'hui où par les différents moyens, les incitations, la publicité, nous créons des consommateurs pour les produits. Et d'ailleurs, cela aujourd'hui est surtout spectaculairement visible pour l'industrie pharmaceutique, pour ces grands ensembles pharmaceutiques, dont on voit de plus en plus qu'ils créent des malades pour leurs produits, qu'on crée des maladies qui n'existaient pas auparavant, et pour lesquelles des produits. Donc, c'est vrai, il y a une formidable exploitation que aujourd'hui permet le capitalisme financier, c'est-à-dire un capitalisme qui a toujours existé mais qui a pris une puissance mondiale énorme et qui n'est plus lié directement à la production comme le capitalisme industriel normal et qui domine le monde puisque finalement les États sont terrorisés devant ce qu'on appelle les marchés. Les marchés, d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec le marché, parce que le marché, c'est un système qui permet la concurrence dans des règles données, et ce qu'on appelle les marchés, c'est-à-dire la capacité qu'ont les spéculateurs de transporter des sommes énormes d'un pays à l'autre, bon, et de ruiner des pays comme la Grèce ou le Portugal. Et moi, je pense que aujourd'hui, on ne peut pas promulguer par décret la mort du capitalisme, ni on ne peut pas non plus déclarer qu'il est éternel et qu'on n'y peut rien. Il existe. Il y a quelque chose qui va avoir lieu dans quelques jours, c'est presque parallèle au pacte civique, ce sont les assises nationales de l'économie sociale et solidaire. Et moi j'ajoute aussi, il y a le problème de l'économie pas seulement sociale et solidaire, c'est-à-dire les coopératives, les associations, les mutuelles, etc. Il y a l'économie équitable, dont le commerce équitable est un des aspects, dont les AMAP, c'est-à-dire les rapports directs de producteurs à consommateurs, sont un autre aspect. Il y a toute une série de tendances d'une économie qui refoule progressivement la part du profit et surtout qui peut refouler la part énorme des bénéfices que l'on tire du rôle d'intermédiaire, notamment dans les grandes surfaces, par exemple, qui exploitent aussi bien les producteurs qui leur vendent les produits que les consommateurs. Moi, j'estime que si les maux de l'humanité ne se résument pas dans le capitalisme. Du reste, dans mon livre, je dis qu'après l'implosion, c'est-à-dire qu'après, disons, la mort de la pieuvre des totalitarismes du XXe siècle, qui ont été le nazisme, le stalinisme, le maoïsme, il y a deux pieuvres qui se sont réveillées. Une qui s'est déchaînée, c'est celle donc de la spéculation financière, et l'autre, c'est celle des fanatismes ethniques, religieux, nationalistes. Et je trouve qu'aujourd'hui, nous sommes menacés à la fois par les deux pieuvres. Il n'y en a pas une seule sur laquelle on va se concentrer. Bon. Mais moi, je vois qu'à nouveau, il y a plusieurs fronts sur lesquels il faut se battre, et ça reste mon éthique politique d'aujourd'hui. Voilà.